Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur Formule Club. Aujourd'hui, de l'anonymat à l'illégalité, il défraie souvent la chronique numérique, voyage en eau trouble dans une partie immergée d'Internet, le dark web, ce sera notre gros mot de la semaine. Il a une idée derrière la tech et c'est certainement pas un gros mot, non, c'est Guillaume Gralet en chair et en os. Guillaume, avec toi, on va plonger en 2042 où on se projette dans un futur de l'intelligence artificielle où on n'est pas certain de vouloir adapter les scénarios, tiens. Oui, en fait, il y a le meilleur, il y a des trucs super intéressants, mais il y a des choses très inquiétantes. Donc on va essayer de voir un peu ce qui est crédible ou pas. Ouvrage à suivre avec toi. Et ça tombe bien, tiens, de parler d'intelligence artificielle parce que c'est un des sujets qu'on va débriefer aujourd'hui avec nos invités dans le Club Actu. Elle s'appelle Tang Wu. C'est pas notre invitée, mais c'est la nouvelle patronne d'un des leaders mondiaux du jeu vidéo en Chine. Mais ses employés ne risquent pas de la croiser car c'est une intelligence artificielle. Quand l'intelligence artificielle, justement, prend le pouvoir, on en parlera en deuxième partie de cette émission. Et dans la première partie du Club, on va revenir sur la guerre de l'information en Russie. Meta et ses plateformes Facebook et Instagram qui viennent d'être placées sur la liste des organisations terroristes et extrémistes par Moscou. Qu'est-ce que ça veut dire pour les utilisateurs et les utilisatrices et surtout pour la liberté d'expression? Pour en débattre, à nos côtés, Marion Moreau, journaliste indépendante, s'il en est spécialiste du numérique. Bonjour. Bonjour Marjorie. Et Philippe Devos, directeur général d'Epita, expert tech, auteur de 2 mémoires vives. Une histoire du numérique, c'est toujours aux éditions Point de Bascule. Bonjour à toi Philippe. Bonjour Marjorie. Mais d'abord, focus. On l'appelle souvent la face cachée d'Internet. Pour cause, il échappe aux navigateurs et moteurs de recherche classiques. Mais qu'est-ce qu'exactement le dark web? Édouard Deneau plonge en eau trouble ou plutôt du côté sombre de la force. Le dark web est à Internet ce que le marché noir est à la vie réelle. Il regroupe un ensemble de sites Internet qu'on ne peut apercevoir qu'à partir de navigateurs spéciaux. Par exemple, si vous cherchez un site de vente d'armes dans une barre de recherche classique, vous n'allez rien apercevoir grâce à des logiciels qui vont crypter toutes vos informations personnelles. Pour accéder au dark web, vous devez vous fier aux navigateurs et aux moteurs de recherche conçus spécifiquement pour dénicher ces sites cachés. Ces navigateurs servent à garder secrète à la fois l'identité des utilisateurs et leurs activités confidentielles. Vous l'aurez compris, le dark web sert à la plupart des activités illégales de notre monde et est un lieu virtuel peuplé de hackers. Entre l'achat d'armes à feu, la pédopornographie, la vente de drogue ou encore le partage de mots de passe et de coordonnées bancaires, en passant par les logiciels de piratage d'ordinateurs, le dark web n'a aucune limite et aucune loi. La réputation sulfureuse et dangereuse du dark web n'est pas usurpée. Principalement associé à la criminalité, le dark web n'a pour autant pas que des mauvais côtés. Il est très souvent utilisé par les lanceurs d'alerte pour structurer leurs actions. Certains activistes s'en servent également pour préserver leur anonymat. Ou encore, de nombreux journalistes utilisent le dark web afin de protéger leurs sources. Dark web est plongé en eau trouble. On va continuer à en parler, pas forcément du dark web, mais des relations parfois pas forcément très évidentes entre les plateformes et les gouvernements. Tout de suite, dans la toute première partie de ce club qu'on ouvre. Et pour nous rejoindre justement pour débattre de l'actualité, aujourd'hui Marion Moreau, Philippe Devost, Guillaume Gralet bien évidemment. On démarre les amis avec cette info qui est tombée mardi, il y a quelques heures à peine. La Russie classe Meta dans la liste des organisations terroristes et extrémistes. Alors ce qui s'est réellement passé, c'est que l'agence, ou plutôt le service russe de surveillance financière a décidé de placer officiellement le géant américain Meta, qui est la maison mère, on le rappelle ici, de Facebook et d'Instagram, sur cette liste des organisations extrémistes et terroristes. La réponse concrète, ou en tout cas le côté très concret de la chose, c'est que ça ouvre directement la possibilité de poursuites judiciaires pour les utilisateurs de Meta en Russie. Qu'est-ce qu'ils risquent exactement, Guillaume ? En fait, on savait déjà que Meta avait décidé en fait, de limiter l'accès à ses services en Russie. Alors, depuis le mois de mars, en l'occurrence. Depuis le mois de mars, en l'occurrence, un mois après l'invasion russe en Ukraine. Alors, on sait que c'était pas vraiment respecté, parce que beaucoup d'utilisateurs peuvent utiliser des VPN, notamment pour avoir accès à ces services. Ici, en fait, on va un rang au-dessus dans ce qu'on appelle le splinternet, c'est-à-dire ne plus avoir le même Internet dans le monde entier, la fameuse neutralité du net notamment.
maintenant. Ce qu'ils risquent, c'est tout simplement, ça va être, j'allais dire, une excuse supplémentaire pour pouvoir avoir des poursuites envers eux, peut-être des peines d'emprisonnement, on ne sait pas vraiment, mais c'est vraiment une marge de plus dans cette escalade, en fait. Oui, Marion, ce qu'on nous dit du côté des experts, justement, russes et experts notamment tech, c'est que pour les particuliers, des poursuites pourraient être engagées dans plusieurs cas. D'abord, si la personne, si l'utilisateur mentionne publiquement Meta sans indiquer son statut d'organisation interdite, ou si elle montre le logo de la société et de ses filiales. Et puis pour les entreprises, c'est encore un grade différent. Les entreprises russes qui utiliseraient les réseaux de Meta pour diffuser des publicités ou qui travailleraient avec leurs applications pourraient être accusées de participation à une organisation extrémiste. C'est le prolongement en fait de la guerre que mène la Russie et peut-être ses alliés. On ne s'en donne pas encore tout le détail des alliances vis-à-vis de l'Occident. En fait, c'est juste la poursuite de on mène la guerre sur le terrain, c'est une vraie guerre, et c'est aussi une vraie guerre sur l'espace cyber. Donc toutes les entreprises qui aujourd'hui représentent les Occidentaux dans leur puissance, dans leur domination, dans leur hégémonie, c'est ce que la Russie évidemment donne comme alibi sur cette guerre. C'est un dogme en fait, donc l'Internet n'échappe pas à cette règle. Après, sur l'histoire de la Russie, tous ceux qui sont là, mes amis le savent depuis toujours, toi aussi tu le sais, mais peut-être il faut le rappeler que Vcontact, mail.ru, etc. sont des innovations propriétaires en Russie et qu'il n'est pas question aujourd'hui de changer de règle en fait, c'est vraiment souverain. Et donc après c'est vrai que j'ai discuté il y a pas longtemps avec des gens qui sont partis assez souvent à Moscou juste avant la guerre, où finalement Meta était très utilisé, donc Facebook, etc. Instagram aussi. Et c'est vrai que pour les moscovites, on peut se demander comment ils vivent la situation aujourd'hui, parce que ça fait partie du quotidien quand même de la plupart des moscovites, beaucoup moins des autres villes en Russie, évidemment, c'est très urbain. Mais ce sont-ils, ces moscovites de 25-30 ans ou un peu moins, répercutés sur les anciennes solutions russes et tout ce qui s'est développé? Probablement oui, parce que maintenant la guerre est déclarée et peut-être qu'on peut imaginer des grosses pressions du gouvernement russe sur la population. Philippe, ça veut dire quoi? Que ça y est, on voit l'illustration la plus tangible de la géopolitique, notamment d'Internet et du web que tu décris notamment si bien dans De Mémoire vive. On touche du doigt le fait que oui, cet Internet, il est politique avant tout. Et il peut être utilisé dans ses acceptions économiques comme une arme politique. Oui, tout est politique, mais tout est politique depuis longtemps, et notamment dans le cas des Russes. Les Russes ont essayé de promouvoir leurs propres services, comme tu le rappelais, mais ils ont également travaillé sur la mise au point de leurs propres processeurs pour échapper à l'emprise d'Intel, avec le Baïkal. Ça remonte à 2013-2014. Donc c'est pas... On a l'air de découvrir avec beaucoup de candeur qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui jouent pas le jeu ou bien qui ont des positions extrêmement fortes, alors que ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est pareil pour les systèmes d'exploitation, etc. Et les Chinois font probablement encore mieux dans le domaine. Moi, je remarque une chose aussi, c'est que le choix de cette annonce à 11 octobre, c'est précisément le jour de la deuxième conférence de Meta sur l'ensemble de ces annonces. C'est évidemment téléguidé, c'est fait pour leur porter atteinte alors qu'ils sont en situation légèrement délicate. Et donc tactiquement, c'est volontaire. Après, il y a un deuxième niveau de message qui est, indépendamment du contexte spécifique russe, qu'un certain nombre de ces organisations ont d'une certaine manière commencé à remettre en cause certains attributs des États, celui de battre monnaie, celui de dire le droit. Quand on voit aujourd'hui une plateforme, je vais pas en nommer une, mais qui bloque certains contenus ou certains tweets au motif que ce contenu viole les standards de la communauté, nulle part n'est défini ce que c'est que le standard, et encore moins ce que c'est que cette communauté au nom de laquelle un contenu a été... Je ne suis pas en train de dire que les États n'ont pas besoin de réguler les sujets critiques qui sont utilisés dans ces plateformes. Ce que je suis en train de dire, c'est que les plateformes elles-mêmes ont commencé, dans certains cas, à s'arroger un droit de police, un droit de censure. Et ce qui est paradoxal dans cette histoire russe, c'est que la censure russe, dont on connaît la portée, est en train d'affronter sur le même terrain la censure de plateformes qui ne sont pas d'autres États. État, plateforme, même combat, messieurs, dames?
Vas-y, non, mais en fait, effectivement, c'est tout le problème de la légitimité. On peut reprocher, effectivement, comme tu le dis très bien, Philippe, la volonté d'appropriation par des géants de la technologie de certains pouvoirs qui étaient considérés jusqu'ici comme régaliens, effectivement. Au nom de quoi? Au nom peut-être d'une cour suprême, comme Meta s'en est approprié une. On peut réguler la liberté d'expression ou non sur Meta, au nom de quoi on doit pouvoir, c'était une des volontés, ça n'a pas été jusqu'au bout, créer sa propre monnaie qui doit être utilisée dans le monde entier. C'est des questions légitimes en réalité. Et c'est vrai que certains États peuvent se sentir menacés. Oui, pour répondre à la question, oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les plateformes, donc les entreprises qui les éditent, sont des États dans l'État. Ce qui est complexe, c'est les paradoxes que ça génère derrière. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un système de règles, parce que, voilà, aujourd'hui, si on compte le nombre d'utilisateurs de ces plateformes, qu'elles soient TikTok, Meta, etc., c'est la moitié ou un tiers du globe. Donc, c'est énorme, c'est puissant. D'ailleurs, pour ça qu'Elon Musk, ça l'intéresse de racheter une base d'utilisateurs. Mais au-delà de ça, ce qui est étonnant, et je pense que vous l'analysez aussi, c'est la coïncidence entre, aujourd'hui, les pouvoirs publics, la sphère militaire, on le voit beaucoup dans l'Internet que j'appellerais moi militaire, plus que politique, mais finalement c'est assez lié. Et donc c'est ces accointances entre les États et les États plateformes. On voit bien quand même que c'est des choses qui sont difficiles à analyser. Les gens parlent peu de ça. Pour autant, les subventions sont là. Donc voilà, je pense qu'on vit dans un monde où les règles sont un peu floues et les frontières n'existent pas vraiment. Des frontières qui réussissent à se flouter de minute en minute. Je rappelle juste aussi les épisodes précédents, c'est-à-dire que quand Meta se fait placer sur cette fameuse liste des organisations extrémistes et terroristes par Moscou, fin septembre, Meta avait démantelé des réseaux de fausses informations. Alors en Chine, oui, mais notamment en Russie. On va revenir à ce réseau russe démantelé. En l'occurrence, il propageait sur Facebook et Instagram de fausses informations sur la guerre en Ukraine, notamment en imitant des sites de presse. 60 sites qui imitaient trait pour trait ceux de médias reconnus, dont les journaux allemands Der Spiegel ou Bild, ou le quotidien britannique The Guardian, ou encore l'agence de presse ANSA. Et c'est une enquête d'un journal, d'un média d'investigation en ligne qui s'appelle T-Online, qui a poussé Meta à essayer d'aller voir plus loin derrière ces comptes. Bilan des courses, ils en ont trouvé plusieurs milliers qui étaient faux et qu'il a fallu bannir manu militari. Est-ce que c'est aussi une façon pour Meta, de remontrer patte blanche sur la question de l'éthique, notamment? On se souvient qu'il y a un an, quasiment jour pour jour, une lanceuse d'alerte, Frances Haugen pour ne pas la citer, critiquait publiquement et devant tous les parlements, à la fois américains et à la fois européens, le fait que Meta ne soit pas fidèle justement à ses intentions de départ, elle-même ayant fait partie d'une entité qui était chargée de pouvoir assurer l'éthique, notamment pendant la campagne de 2020 et la campagne présidentielle américaine, une cellule qui avait été dissoute une fois l'élection terminée. Guillaume, Meta, ça ne montrait pas de blanche, là? Oui, c'est sûr qu'on attend en fait des responsabilités aussi importantes bien que le pouvoir qu'a acquis Meta, grâce à une recherche effectivement très forte. Ils sont dotés, pour refaire très vite, récemment de ce qu'on peut considérer comme le plus gros supercalculateur du monde. Ils sont en pleine réinvention, parce qu'ils sont fragilisés, on l'a dit, mais ils veulent quelque part recréer un monde parallèle avec peut-être une peau artificielle un jour, une manière de sentir, de faire du sport dans un autre monde. Donc tout ce qu'ils ont commencé à faire avec leur plateforme d'information, en tout cas leur plateforme d'échange de messages, ils pourraient le faire à travers un autre monde. Et beaucoup de gens se demandent, mais est-ce que ce monde-là, ça ne va pas être le paradis des deepfakes, un monde d'immersion massive qui va être un monde de manipulation? Donc effectivement, Meta doit montrer qu'il peut faire le ménage en réalité, et c'est un des nécessaires à son acceptation. Oui, parce qu'en attendant Horizon World que Guillaume est en train de décrire à nouveau, il y a quand même juste les plateformes de Meta en 2022 qui sont celles qu'elles sont, qui sont évidemment critiquées de toutes parts pour notamment souvent une intervention dans les processus démocratiques, ou en tout cas le laisser-faire de certaines applications tierces, Philippe, qui là aussi viendraient jouer les chiens dans des jeux de quilles démocratiques et électoraux. Alors,
Sur ce que disait Guillaume sur le supercalculateur, je pense que les résultats restent à voir, puisque dans les précédentes tentatives de filtrage, on voit bien que les systèmes automatiques mis en place, que ce soit des IA ou pas, ne maîtrisent pas le sujet. Donc, de cette manière, le diable est sorti de la boîte. Ce qui est pas anormal quand il s'agit de gérer les flux et les graphes entre plusieurs milliards d'individus, comme le rappelait Marion. Moi, je voudrais revenir quand même sur un sujet, c'est que d'abord, Meta n'est plus le seul concerné. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui est sorti en début de semaine. On commence à voir apparaître sur LinkedIn des séries de faux profils avec des images artificielles générées qui sont relativement similaires mais bien documentées. C'est beaucoup plus dur de faire un fake sur LinkedIn que de faire un fake sur Twitter, parce que là, vous êtes obligé de redécrire un parcours professionnel qui soit au moins cohérent. Et c'est Krebs qui a détecté, il y a quelques semaines, l'apparition massive de profils similaires, et donc le fait que des acteurs, probablement téléguidés par des États, produisent de manière industrielle des deepfakes. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, et je pense que c'est encore une fois la raison politique, c'est que toutes ces grandes plateformes sont pour l'instant des plateformes américaines, donc sont soumises au droit américain. Le droit américain est utilisé de manière plus ou moins souple comme une arme, puisque la guerre n'est que la continuation de la politique par d'autres moyens. Et je pense que c'est un des sujets qui pose un énorme problème aux Russes et aux Chinois, c'est que la pratique du droit américain et son extension extraterritoriale leur donne un pouvoir, pour l'instant, sous un aspect assez souple de dérégulation, le temps qu'on voit émerger des géants. En fait, les États-Unis ont tout intérêt à ce que les géants soient chez eux et soumis à leurs droits, parce qu'à la fin, quand il faudra créer des listes noires, interdire des importations de matériel en provenance de pays particuliers, ce sera beaucoup plus facile de le faire vis-à-vis d'une société qui est sur votre territoire que, en contraposé, l'Union européenne qui essaye de réguler des industries qui n'existent pas chez elle. Mais attends, ce que tu décris, c'est du macartisme technologique, non ? D'une certaine manière, on peut regarder ça comme ça. Oui, c'est ça. Marion ? Oui, moi je suis complètement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, tu parles de guerre finalement qu'on appelle guerre hybride dans le milieu militaire. C'est-à-dire effectivement tous les ressorts qui sont utilisés, tous les leviers qui sont utilisés, qui ne sont pas des canons, qui ne sont pas des chars d'assaut, qui ne sont pas, ou des drones aujourd'hui. Ce qui est aujourd'hui la guerre, elle est informationnelle. Et c'est assez vrai que les fakes, les élections qui sont perturbées, l'alimentation de fausses nouvelles, je pense au continent africain pour réveiller des choses fortes sur des discours qui seraient très entre guillemets patriotiques. On sait très bien qu'aujourd'hui les Russes sont derrière à la manœuvre. On le sait, c'est largement décrit par les analystes sérieux. Et juste pour rappeler une chose, c'est que Novaya Gazeta, qui est quand même un des derniers médias russes aujourd'hui de contestation, de protestation, on a tué les journalistes de cette belle rédaction. Aujourd'hui, a fermé son site web. Et c'est effectivement aussi, en interdisant Meta, c'est aussi recouper le dernier peut-être tuyau qui restait aux journalistes qui risquent leur vie tous les jours là-bas, de pouvoir continuer à émettre des messages via des plateformes qui seraient Meta est un éditeur d'éditeurs, donc c'est assez facile de faire circuler. Mais je crois que vraiment là, on est arrivé sur un niveau un tournant global qui ne concerne pas que la Russie, où vraiment les plateformes aujourd'hui vont avoir des comptes à rendre dans l'histoire. Je parle d'histoire avec un grand H parce qu'elle joue un rôle qui est aujourd'hui extrêmement vif dans les conflits. Et ce qui nous renvoie aussi évidemment au statut des agents d'influence qu'on a pu décrire dans de précédents j'allais dire, passages historiques ou d'actualité. Oui, en effet, les trolls, les fermes de fake news. Où est-ce qu'on en est exactement, Guillaume ? On a vu ce phénomène se multiplier à partir de la mise à jour du scandale Cambridge Analytica en 2016 sur une des premières élections américaines et la première élection de Donald Trump. Aujourd'hui, ces fermes de fake news, elles sont toujours ultra actives ? Oui, alors j'ai pas d'informations précises. C'est dommage, j'aurais bien aimé, tu vois. Mais effectivement, tout laisse à penser qu'elles sont extrêmement actives et voilà. Non, honnêtement, je sais pas. Donc, je veux pas m'aventurer. Bravo. Ça, c'est un vrai journaliste qui, en effet, quand non, mais je sais pas. Je pense c'est qu'effectivement, c'est extrêmement actif, parce que la désinformation n'a jamais été aussi importante. En fait, on est vraiment dans un média asymétrique, c'est-à-dire que relativement peu de moyens permet d'avoir une influence et un poids politique et informationnel, comme tu disais Marion, assez considérable.
Et je pense que c'est inédit, c'est-à-dire qu'avant, et c'était parfois d'ailleurs on pouvait leur reprocher, c'est-à-dire que pour être un média, il fallait des outils techniques, technologiques forts. Et aujourd'hui, tout le monde peut être un média. Il y a une démocratisation, ça avait été très bien raconté, de l'industrie du deepfake, c'est-à-dire qu'aujourd'hui avec des logiciels très peu chers, chacun peut faire chez soi des logiciels, créer des personnages dont on a l'impression qu'on les connaît mais qui n'existent pas, et effectivement dérouler un discours, réécrire l'histoire à sa manière. Et cette façon dont justement aussi les outils d'intelligence artificielle prennent le pas sur l'actu pour parfois la modifier, la teinter d'opinions différentes. On va continuer à en parler dans la deuxième partie de ce Club Actu, mais d'abord, vous le savez, dans Club Actu, on essaie toujours d'aller plus loin, de vous donner des ressources pour pouvoir le faire. Alors pour aller plus loin sur cette information et justement aussi réussir à démêler le faux du vrai dans cette guerre de l'information, on vous renvoie aux travaux de Spicy Educ, la plateforme du site d'investigation Spicy, qui vous propose des fiches pédagogiques, des documentaires, des formats courts et des quiz, là aussi pour démêler le faux du vrai. Et puis il y a toujours l'excellente chaîne YouTube et le compte Instagram What the Fake de la journaliste et amie de l'école du futur, Aude Favre. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech, et puis ensuite on revient évidemment au plateau pour la deuxième partie du club. Et c'est le Zap avec Édouard Denuau. Standing in our ashes, feeling the sunshine once. Et après ces images fascinantes, littéralement, on rouvre le club actu de l'école du futur, toujours en compagnie de Marion Moreau, journaliste, spécialiste du numérique, et de Philippe Devost, directeur général d'Epita, expert tech, auteur de l'excellent De Mémoire vive, une histoire du numérique, toujours disponible aux éditions Point de Bascule. Guillaume Gralet, vous le voyez sur cet écran, est toujours aussi avec nous, bien sûr, parce qu'il a quelque chose à nous dire. Quelque chose à nous dire et surtout quelque chose à nous faire lire, en l'occurrence, puisque tu as pu te procurer en avant-première l'édition francophone de IA 2042. C'est littéralement le nouvel ouvrage de deux grands experts de cette question. Kai Fu Lee, chercheur en informatique, en intelligence artificielle, qui a notamment beaucoup œuvré dans la Silicon Valley, et d'un auteur de science-fiction, Chen Qiufang, qui lui aussi est extrêmement primé et président de l'Association mondiale de la science-fiction chinoise. C'est beau. C'est un ouvrage dans lequel on apprend plein de choses et surtout on revient
sur l'intelligence artificielle de façon extrêmement pragmatique. L'IA, qui d'après l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, faut pas le citer, sera capable de sauver l'humanité. Dis donc, il n'a pas changé d'opinion, Elon Musk, depuis Ça fait partie des prédictions. On sait qu'il est extrêmement bavard, c'est-à-dire qu'il prédit un peu tout et son contraire. C'est effectivement le cas, Marjorie, tu as raison, sur l'intelligence artificielle, puisqu'il explique qu'elle va nous apporter le meilleur. Il travaille notamment sur un projet qui est absolument génial, que je trouve très intéressant, OpenAI, avec Sam Altman notamment, où on va travailler sur des générateurs qui peuvent être très poétiques d'images, de textes à partir de simples mots. Donc là, on a vraiment le meilleur de l'IA, on peut être surpris, c'est très intéressant. Et puis en même temps, c'est le même personnage qui va nous pousser à investir dans Neuralink, c'est-à-dire nous dire il faudrait vous mettre une puce dans le cerveau si vous ne voulez pas vous faire battre par l'IA. Et là, effectivement, il en remet un peu une petite couche et il crée un petit peu des craintes lorsqu'il présente son dernier robot Android, une dernière version d'Optimus. Alors, Optimus, il explique qu'elle va pouvoir, c'était une version un peu féminine Android, porter des caisses pour nous lorsqu'il va falloir transporter. On n'aura plus besoin, nous, de le faire, nous, humains. Donc, on va être sauvés par ce nouveau robot qui pourra, puisqu'il pourra faire tous les travaux qu'il y a sur Terre, réduire la pauvreté dans le monde, mais au même temps, eh bien, ça crée une crainte chez beaucoup de personnes qui pensent devoir un jour perdre leur emploi. C'est une des grandes craintes de l'intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas si Optimus, s'il est prime et s'il va réussir à transformer l'emploi, mais en tout cas, on voit littéralement à la fois ces idées, cette envie de se dire oui, l'intelligence artificielle peut sauver le monde ou non, elle ne pourra pas le faire. Depuis l'apparition de l'expression, littéralement, d'intelligence artificielle, c'était à la conférence de Dartmouth en 1956. Oui, on voyait notamment plusieurs chercheurs, Marvin Minsky ou encore John McCarthy. C'est John McCarthy qui, le premier, à utiliser cette expression. Et depuis, alors on a eu ce qu'on appelle des accélérations, mais surtout des hivers de l'IA. C'est-à-dire qu'on s'est toujours dit, on a toujours peut-être un petit peu surestimé certaines capacités à venir de cette intelligence artificielle. Et puis, on a vu quand même des progrès réels, il faut quand même le dire. On n'est pas là uniquement pour inquiéter, notamment dans la détection anticipée de maladies grâce au machine learning, c'est-à-dire faire remonter énormément d'informations. Ça va permettre, par exemple, pour des systèmes de radiographie d'anticiper des maladies. On voit aussi beaucoup de création, on en a parlé tout à l'heure, mais en même temps, eh bien, on peut avoir les deepfakes qui, boostés à l'IA, peuvent tromper du monde, ou encore la multiplication des robots tueurs. Donc, c'est capable du meilleur comme du pire. Et donc, fort de cette bataille d'Hernani, voilà le nouvel ouvrage de Kai-Fu Lee et de Shen Qiufang qui apparaît. IA 2042, 10 scénarios pour notre futur, 10 scénarios qu'on a vraiment envie d'embrasser. Alors, pas tous. Kai-Fu Lee, je l'avais trouvé très intéressant à l'occasion de son dernier ouvrage, puisqu'il décrivait, malheureusement on le voit avec la Russie aujourd'hui, mais une guerre technologique qui oppose encore aujourd'hui la Chine et les États-Unis. C'était extrêmement bien documenté parce que lui-même connaissait bien les deux environnements, et on a vu depuis l'interdiction notamment de l'équipementier Huawei aux États-Unis, mais aussi en grande partie en Europe, que cette guerre, elle est très concrète et qu'on a une guerre des brevets qu'on observe au quotidien. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ce livre, en fait, il va balayer énormément de secteurs différents. On voit une IA qui s'insère quand même de plus en plus dans notre quotidien. Une IA qui, en essayant de mieux nous connaître, doit épauler les assurances. Et là, je pense que le livre, le scénario est plutôt bien fichu, puisque on doit notamment laisser ce programme nous accompagner et déterminer en réalité les primes d'assurance. Donc ça, c'est quand même assez inquiétant. On voit également des progrès qui doivent nous aider à réaliser des bonnes actions. Donc c'est quelque part une IA un peu trop présente qui nous accompagne, qu'on voit aussi à travers des relations amoureuses, un petit peu comme dans le film Her. Absolument, ou comme dans certains scénarios et épisodes de Black Mirror, ce qui là pour le coup nous inquiète quand même un petit peu, Guillaume, je t'avoue. C'est un ouvrage qui nous projette dans 20 ans, une échéance à 2 décennies pour l'intelligence artificielle. On essaie de décrypter le vrai du faux. Est-ce qu'on y arrive vraiment ? On pourrait dire qu'il y a énormément de scénarios qu'on aurait pu réécrire un petit peu autrement. Ce que je trouve très intéressant, c'est que les deepfakes dont on a parlé tout à l'heure avec Philippe et Marion, on va pouvoir deepfaker un deepfake, c'est-à-dire qu'on va avoir des outils d'intelligence artificielle. C'est de l'inception de deepfake, ce que tu es en train de nous dire ? C'est un peu comme dans la cyberguerre, c'est-à-dire que les derniers outils de cyberguerre vont utiliser l'intelligence artificielle
pour tromper des cyberattaques qui elles-mêmes utilisent cette intelligence artificielle. Donc on voit bien qu'il y a un jeu de chat et de la souris. Là où je le trouve très intéressant, c'est sur les calculs. Il y a tout un chapitre qui concerne les calculs quantiques, avec notamment cette fameuse cryptographie post-quantique qui s'appuie sur les calculs quantiques qui ont été récompensés récemment à l'occasion de la remise du prix Nobel au Français Alain Aspect. On sait bien qu'il y a beaucoup de choses à venir, que ça, on en a encore qu'au tout début. Donc peut-être que 20 ans, c'est un peu trop tôt pour qu'on ait ces calculs quantiques qui soient à notre portée. Mais là-dessus, sur ce passage, je trouve que le livre est bien fichu. Donc plutôt bien fichu pour toi, ces scénarios, on arrive à les rendre en tout cas crédibles. Crédibles oui, mais est-ce qu'ils sont acceptables pour un futur de l'humanité, un futur de la technologie? Et moi je pense que même Kai Fu Lee, en tout cas c'est le cas aussi d'autres personnes dans la prospective comme Ray Kurzweil, ils ne savent pas en réalité ce qui se passera dans 20 ans, personne ne peut le savoir en tout cas. Je ne pense pas que c'est une science exacte. Ce qui est intéressant dans ce genre d'ouvrage, je pense, c'est qu'au moins ça met le débat sur la place publique et chacun peut donner son avis. Il faut en tout cas parler de ces problèmes, la perte d'emploi pour des millions de personnes par exemple, plutôt que de la cacher ou de la réserver aux seuls chercheurs. Oui, absolument. Est-ce que finalement, Marion et Philippe, c'est une bonne chose de ne pas mettre les risques de l'intelligence artificielle sous le tapis, de se poser dès maintenant toutes ces questions-là et de réussir, en se projetant dans les 20 prochaines années d'impact de l'intelligence artificielle sur l'intelligence artificielle à laquelle on a envie d'aller ou pas, Marion? Il faut le faire, d'autant plus que dans l'histoire du numérique, et je pense que vous le savez tous autour de ce plateau, on n'a pas fait de pédagogie. On ne s'est pas posé vraiment la question, tous ensemble, de savoir si on était en train de construire un progrès réel et souhaitable, ou si on laissait l'émulation. Voilà. Moi-même, j'ai participé, contribué à mon humble niveau à analyser ou spotter des innovations qui n'étaient pas toutes très utiles. Là, c'est important parce qu'il est question quand même de deep tech, donc c'est fondamental, ça va avoir des applications évidemment très importantes sur nos vies, et ça l'est déjà. La question que moi je me pose derrière ce bouquin-là, Kai Fu Lee, c'est que Kai Fu Lee, moi aussi j'ai lu 2 de ses ouvrages, j'ai pas lu celui-ci, je sais pas si j'ai envie de le lire, c'est moral à zéro, mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que Kai Fu Lee, qui est taïwanais d'origine, dont le père s'était fait dégager par Mao Tse-tung à l'époque, c'est pour ça qu'il est arrivé à Taïwan, mais était chinois. Kai Fu Lee, effectivement, est parti, comme tu l'as dit, aux USA. Et ensuite est revenu et a fondé un des plus gros fonds d'investissement depuis Pékin et qui, aujourd'hui, finance, en fait, contribue à l'IA. À côté de ça, il y a une autre résonance, c'est le discours de Xi Jinping qui dit devant des étudiants dans une université chinoise, c'est très simple en fait, le dogme de la Chine, c'est d'être la plus conquérante possible sur 10 innovations de rupture et en particulier sur l'IA. Nous devons être les meilleurs en IA avant 2050, c'est-à-dire l'avènement célébré de la grande Chine unifiée. Donc il faut voir aussi, je pense, ce genre de détails, ce genre de discours qui, à mon avis, j'ai aucune preuve pour dire que Kai Fu Lee est proche du PCC de Jinping. Il n'est pas quand même impossible d'imaginer que Kai Fu Lee soit mis un peu au pas par le gouvernement chinois pour justement faire en sorte que la Chine aille au bout de ses objectifs. Donc moi, je me méfie énormément des prédictions, des axes dans lesquels on veut nous emmener. C'est la même question pour nous en Europe. On peut se demander pourquoi aujourd'hui on n'est pas aujourd'hui les meilleurs dans l'analyse radiographique pour la plupart des médecins qui en ont besoin sur le traitement de l'image. Je préférerais qu'on avance beaucoup plus vite sur ces questions médicales que sur un robot qui va me dire demain si j'ai faim ou si j'ai soif. Voilà, globalement c'est... mais je vais laisser Philippe. Donc on se dit, Philippe, quand on entend Marion et Guillaume, on se dit attention, ces prédictions, ces livres-là, ça peut être aussi un magnifique outil de soft power pour la Chine en l'occurrence, ou en tout cas pour les puissances qui veulent devenir des puissances à part entière de l'intelligence artificielle. Peut-être. Moi, ce que je relève dans ce qu'expliquait Guillaume tout à l'heure, c'est que c'est probablement le premier, je n'ai pas vérifié, mais le premier livre de Kai Fu Lee qu'il n'a pas écrit seul. Et c'est intéressant de remarquer qu'il l'écrit avec un auteur de science-fiction. Et il se trouve, je vais faire de la pub pour un de tes confrères, il se trouve que je suis tombé sur le testament d'Asimov, je ne sais pas si j'ai le droit de nommer la chaîne, oui, mais bien sûr, on le trouve en replay sur Arte. Il est absolument fascinant et il raconte 2 choses. Il raconte, la manière dont un écrivain de science-fiction se nourrit de l'histoire et se nourrit du recul
pour le projeter ensuite. Et deuxièmement, la légitimité qu'il a simplement en imaginant des mondes cohérents possibles pour faire réfléchir les autres. Alors, je n'ai pas lu encore ce livre, mais je trouve intéressant qu'un auteur de science-fiction ait été associé à sa conception. Shen Qiufeng, en l'occurrence, pour l'auteur de science-fiction. Alors après, je pense qu'on a... Dans ce que vous avez dit, il y a quelque chose que je relève, c'est... on peut contester les valeurs non démocratiques du régime chinois. Il y a une méthode, en revanche, qui est intéressante, c'est que dans le discours de Xi Jinping, il décrit 10 priorités. Il n'en décrit pas 39 ou 48 dont il changera dans un an. Il décrit 10 priorités et sur lesquelles il engage alors des moyens massifs parce que la Chine est à une échelle qui n'est pas la nôtre, mais il a 10 priorités. Et je crois que dans les 10 priorités, il n'y a pas la normalisation des prises USB des smartphones. Non, il n'y a pas le RGPD non plus. Voilà. Le RGPD, pour moi, c'est symboliquement a probablement une valeur autre que celle de la normalisation des prises USB-C, mais c'est un autre sujet. Qui est une décision de la Commission européenne qui vient d'imposer donc à tout fournisseur justement d'appareils électroniques les mêmes prises, les mêmes câbles. Voilà, ce qui est un enjeu évidemment fondamental et une des priorités stratégiques à 10 ans de l'Union européenne. Je sens un peu d'ironie dans ta voix, dis donc. Non, j'irais plus de l'inquiétude. Une forme d'inquiétude sur la manière dont, collectivement, nous prenons ces sujets sans les trier. Après, il y a un deuxième point qui, pour moi, est intéressant. Je rebondis sur ce que tu disais, Marion. Oui, on a tous beaucoup couvert tous ces sujets. Effectivement, on n'a probablement pas assez essayé d'éduquer, d'informer, d'expliquer. Et on s'est souvent cantonné à la formation à l'usage. Venez donc utiliser ces outils merveilleux et très, très nouveaux. Ce qui implicitement voulait dire, dans certains cas, venez consentir à des choses que vous ne comprenez pas, mais ce n'est pas très grave. Ça, je pense que c'est un sujet. Tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas eu de réflexion historique. J'ai essayé modestement d'y contribuer en remettant une perspective. Et mon dernier point, c'est l'enjeu de la formation et de l'éducation. Et je rebondis sur ce que vous disiez tous les deux sur le quantique. Et c'est un scoop. On ouvre en février une majeure quantique à l'EPITA, qui va être la première formation d'école d'ingénieurs en France à mettre autant d'intensité de cours sur le sujet. On ne parle pas de quelques dizaines d'heures, on parle de 2 semestres entiers, suivis d'un stage de 6 mois en entreprise, avec des partenaires industriels très importants, comme IBM, comme Microsoft. L'idée étant de préparer pour 2025 une première génération, ils seront quelques dizaines, mais une première génération d'ingénieurs capables d'entrer dans le sujet. Et ça rejoint pour moi ce qui reste de la souveraineté européenne et française, c'est le talent. Ouais. C'est le talent. Je suis d'accord. Et si je peux me permettre d'intervenir, c'est d'ailleurs un des messages d'Alain Aspect. Alain Aspect qui a donné une interview à Gabriel Bouchaud du Prix Nobel de chimie. Je me permets de le dire parce que c'est extrêmement intéressant à plusieurs titres. D'abord, il est lui-même cofondateur de Pascal, donc une start-up française que tu connais bien parce qu'on les a rencontrés ensemble. Et en fait, il dit, je trouve ça un peu dommage que le monde académique ne parle pas plus au monde des entrepreneurs. Ça pourrait amener justement peut-être un peu de sagesse, Marion. Mais il dit surtout, on souffre en France et en Europe de ne pas avoir plus, alors Angela Merkel a été une scientifique, une ingénieure, mais de leader politique, c'était qui fait des écoles d'ingénieurs. Alors on le voit, on l'a vu avec Giscard d'Estaing, on le voit avec Elisabeth Borne aujourd'hui qui sont polytechniciens, mais c'est une exception. On est très bon en littérature, mais on ne s'intéresse pas, en tout cas c'est pas bien vu, pas assez bien vu peut-être, d'être bon en technologie, de se former au quantique, etc. Donc c'est pour ça que le fait que tu investisses là-dedans avec l'EPITA, c'est vachement important. Les écoles tech et leur responsabilité justement pour pouvoir produire les talents de demain. On continuera à en parler évidemment tous ensemble dans ce club Actu. On ouvre quand même la deuxième partie qui est liée à la première proposition, évidemment toujours sur l'intelligence artificielle et la Chine, puisque justement une toute première CEO en Chine est une IA. Et elle s'appelle Tang Yu, justement, cette CEO IA. C'est une première mondiale qu'on doit à NetDragon, qui est un des leaders mondiaux, lui, de la création de communautés sur Internet. L'entreprise chinoise qui a nommé il y a quelques jours un robot humanoïde virtuel alimenté par intelligence artificielle, comme c'est bien dit, comme PDG d'une de ses filiales phares spécialisées dans le jeu vidéo. Jusque-là, on peut se dire que c'est cohérent. Mais est-ce qu'on est au début d'une nouvelle tendance, justement, en matière d'intelligence
l'intelligence artificielle et en matière justement d'utilisation d'applications très concrètes de ces IA. Est-ce qu'en 2050, tous les PDG seront des IA, oui ou non, Marion? Oh non, la question à 1000 euros. surtout pas. La question à 1000 euros. C'est rapport à ce qu'on disait juste avant. Attention à la façon dont on a envie de construire nos futurs, surtout pour nos enfants. Mais non, alors moi je pense que il y a deux choses. La première, ça, c'est une application gadget de ce que peut faire l'IA, et c'est pas si anodin que ça vienne de Chine. On aurait pu le voir sur des salons du CES de Las Vegas, sans problème. Mais c'est pas si étonnant. Pourquoi c'est pas si étonnant? Parce que évidemment, ils ont évidemment quand même quelques longueurs d'avance sur le sujet. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils sont venus chercher nos compétences pendant pas mal d'années ici pour savoir faire ça. Mais bref, peu importe. Là-bas, on sait faire des choses intéressantes. C'est une phase visible un petit peu pour faire un peu de buzz, pour montrer que c'est quelque chose qui est visible et qui va faire parler de lui, la preuve. Je pense aussi que c'est dans la culture chinoise. Alors je suis pas chinoise, mais je m'intéresse à la Chine vraiment beaucoup depuis 2 ans, et ce que je comprends de ce que j'apprends, c'est que 1,3 milliard, je crois, ou 1 milliard, ou presque 1,5 milliard de Chinois, finalement, la culture de l'individu est très différente de celle de l'Europe. Donc, avoir un robot qui pilote aujourd'hui une entreprise de X salariés, c'est pas si dingue que ça pour les Chinois, rapport encore une fois à leur culture. Alors, je dis pas que l'autre n'existe pas, mais ils ont un rapport à autrui, en fait, qui est complètement différent. Donc, avoir une figure tutélaire comme ça, qui ressemble à un Tamagotchi, c'est pas si dingue que ça. Après, pour terminer là-dessus, mon ressenti par rapport à ce robot d'entreprise, c'est que par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est aider les leaders à gérer des multi-sujets en multitasking tous les jours et s'aider effectivement d'une IA. Ça, par contre, j'y crois. Et pouvoir prendre des décisions de façon plus rationnelle. Exactement, une aide à la décision. On ne peut pas aujourd'hui... Comment peut-on aujourd'hui penser qu'un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise, ou même un leader politique, puisse avoir à prendre des décisions chaque minute sur des dossiers sur X heures par jour? Enfin, évidemment qu'une IA va être intéressante. Prise de décision assistée donc par l'IA, Guillaume, pour toi aussi? Oui, en fait, je pense que c'est un petit peu... On est en plein dans le paradoxe de la planète des singes que décrivait super bien le paléontologue Pascal Pic. Il expliquait qu'il ne faut pas, lorsqu'on voit l'IA, ça peut être tentant, en fait, de lui remettre une partie de nos décisions. Il ne faut surtout pas que l'humain aille là-dedans. Et d'ailleurs, ça avait été un peu le cas, alors c'était un peu parodique à l'époque, à l'occasion d'une précédente élection américaine, il y avait un site internet qui avait été créé pour candidater, pour qu'une intelligence artificielle devienne candidate et dirige un jour les États-Unis. Je trouve que Pascal Pic avait vraiment eu du flair là-dessus, parce qu'il avait dit qu'il faut faire attention, de la même manière que dans la planète des singes, les hommes remettent une partie de leur pouvoir à des singes surpuissants. On ne délègue pas de pouvoir à cette IA qui peut apparaître assez impressionnante. Pascal Pic, prof au Collège de France, qui adore appliquer la paléoanthropologie à plein de champs différents, dont la politique et la technologie, justement. Philippe? Pour moi, ça soulève quelques questions. La première a été très bien décrite par Marion, c'est que c'est probablement une très belle manière de faire du buzz. Il me semble me souvenir, j'ai pas revérifié la date, mais que l'année dernière, il y avait déjà une entreprise qui avait nommé à son conseil d'administration. À son conseil d'administration, absolument. Une IA, sans qu'on puisse exactement savoir de quoi était chargée. Comme tu le disais, Guillaume, ça pose la question de la prise de décision et de la responsabilité de la prise de décision. Est-ce qu'il y a un cadre légal ou pas? Est-ce que la personnalité morale de l'entreprise est engagée ou pas? Ça dépend sans doute de la perception culturelle très différente qu'ont les Chinois du rapport entre l'individu et le collectif. Maintenant, ce que ça soulève surtout comme question, c'est le fait que aujourd'hui, si je reviens dans l'univers que je découvre, puisque je suis retourné à l'école il y a 1 an, qui est celui de la formation, d'abord, je découvre à quel point c'est important de former cette génération, parce que c'est eux qui en 2050 seront aux manettes. Il faut qu'on les forme du coup à autre chose, ou pas uniquement à la dimension purement technologique, même si c'est important qu'ils la comprennent. C'est important à mes yeux qu'en école de commerce, on maîtrise les fondamentaux, les conséquences, les articulations. C'est important que dans des approches plus technologiques, on maîtrise notamment la question du droit du business. Et c'est le sens de cette école qu'on a lancée avec l'ISG, IA Institute by Epita ISG, dans lequel on ne va absolument pas se limiter à proposer aux étudiants du machine learning.
On va leur donner on va les outiller de manière extrêmement complète, probablement avec des profils un peu plus généralistes, mais on va leur montrer toute la palette des enjeux en 3 ans, de manière à ce qu'à l'issue de ce cycle de bachelor, ils puissent poursuivre soit à l'ISG, soit à l'EPITA en fonction de ce qu'ils veulent, mais qu'ils aient ce bagage complet, y compris sur le plan du droit. Parce que je pense que les plus belles avancées, les plus belles découvertes qui seront faites à la fois sur le champ de l'IA, mais aussi du métaverse, c'est la question du droit. On peut se tuer allègrement dans un jeu vidéo. Manifestement, dans le monde physique, c'est interdit, et heureusement. Oui, mais quand même. il y a tout le reste des interdits du droit dont on n'a pas encore commencé à réfléchir à la déclinaison dans des mondes virtuels. Multidisciplinarité et justement rendre tangible et très concret dans toutes ces dimensions ces questions d'intelligence artificielle. On termine avec toi, Guillaume, parce qu'on a littéralement plus le temps. Non, bah, très vite, tu as totalement raison sur la responsabilité. Ça me fait penser au problème que si une voiture autonome renverse un passant, qui est responsable? Est-ce que c'est le concepteur du logiciel, de la voiture? Est-ce que c'est la personne qui était dans la voiture et qui n'a rien fait? Il y a toutes ces responsabilités qui peuvent se poser si une IA dirige un jour une entreprise. Et pour aller plus loin, justement, on vous propose de lire le papier de nos excellents confrères de 20 minutes, le journaliste Jean-Loup Delmas, qui justement s'est lancé dans cet exercice de prospective. Et si en 2050, les PDG intelligence artificielle devenaient la norme, ils sont allés interroger énormément de spécialistes à la fois de l'IA, à la fois du droit du travail, pour essayer de comprendre comment on interprétera en 2025 cette question des IA à la prise de décision en 2022. Merci infiniment Marion Moreau. Merci infiniment Philippe Devos. Merci, et merci comme toujours à Guillaume Gralet. Le club, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve évidemment jeudi prochain pour décrypter d'autres actus toutes et tous ensemble.